J'ai longtemps cru que les États-nations, c'est-à-dire les États tels qu'ils sont organisés actuellement, pouvaient contrer les méfaits du capitalisme. Mais près de 20 ans d'enquête journalistique m'ont permis de gagner en lucidité. Les États font clairement partie du problème. Prenons l'exemple de l'eau. De nombreuses études scientifiques montrent qu'il faudrait bien plus drastiquement baisser nos émissions de gaz à effet de serre, passer à l'agroécologie paysanne et réduire notre consommation. Et pourtant, peu de pays agissent concrètement pour prendre soin de cet élément vital. Au contraire, certains pays reculent actuellement. Que ce soit pour l'eau, pour la baisse de la biodiversité, pour le réchauffement climatique, nous savons quelles mesures nous devons mettre en place. Seulement voilà, dans chaque pays, à chaque fois qu'une loi pourrait changer structurellement notre société, elle est souvent vidée de son contenu. Lorsqu'on regarde honnêtement l'histoire de ces derniers siècles, on voit bien que ce sont les États qui ont créé les conditions de marché. État-nation et capitalisme sont les deux faces d'une même pièce. Alors, comment prendre soin du vivant ? Près de 3 années d'investigation aux 4 coins de la planète m'ont permis de trouver des pistes intéressantes, comme celle de se recentrer autour des gestes de subsistance, comme se nourrir, se loger, se vêtir ensemble. Gagner en autonomie tout en créant des mécanismes de solidarité semble être une voie à explorer. On peut s'organiser sans l'autorité de l'État, ça ne veut pas dire complètement sans l'État, mais sans son impulsion. On peut créer du commun sans forcément passer par l'État. La centaine de personnes que j'ai interrogées me l'ont prouvé. Commençons le tour d'horizon de mes investigations en France, en Bretagne, à la Bigotière. La Bigotière, c'est un écolieu qui a été créé par 6 couples d'amis. Chacun a son chez-soi. Sur cet écolieu, il y a de nombreuses activités. On cultive un peu, bien sûr. On fait du cidre, on vend des paniers de fruits et légumes. On chante et on partage beaucoup. Ces amis vont jusqu'à se reverser leurs écarts de salaire entre eux jusqu'à 1 000 € et par mois. Et pour instaurer en plus de la mixité sociale sur ce lieu, ils ont aussi décidé de créer un lieu associatif pour accueillir des mères en difficulté. Et même si aujourd'hui, cette association reçoit des subventions, au départ, ils ont créé ce lieu avec leur propre argent. Ils ont pris un crédit de 200 000 €. Changer son rapport à l'argent est une des clés des réussites de ces façons de vivre autrement. La plupart des personnes que j'ai interrogées étaient plus sensibles à laisser une planète vivable pour leurs enfants plutôt que de leur transmettre une maison ou un patrimoine financier. Dans les ZAD, dans les écolieux dans lesquels je me suis rendue, certains avaient même donné des héritages, d'autres pouvaient contribuer pouvaient donner plus d'argent pour rembourser un prêt qui leur a permis de vivre collectivement, pendant que d'autres vont peut-être plus cultiver ou passer du temps à rénover un bâtiment. Moins marchandiser les gestes du quotidien leur permet de gagner en liberté. Toutes et tous font des activités, des métiers qui leur plaisent au quotidien, et ça, c'est tout de même un luxe dans notre société. Dans un autre registre que les écolieux, nous allons suivre mon enquête pour aller à Longomaille. Longomaille, ça veut dire que ça dure longtemps en provençal. Longomaille, ce sont 10 coopératives en Europe. Moi, je me suis rendue à celle qui est dans le sud-est de la France, à Liman. Et elle a été créée il y a 50 ans et il y a environ une centaine de personnes qui y vivent. D'inspiration autogestionnaire, Longomaille met en avant l'autonomie, même si toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont bien précisé qu'ils étaient loin d'être autonomes, ils choisissent leur dépendance. Ils ont tout de même créé il y a 50 ans le réseau d'eau, le réseau d'électricité, et dans une autre coopérative, ils ont même recréé l'ensemble d'une filière textile, du mouton au pull, et c'est aussi un exploit dans notre monde industriel qui divise à l'envi. À Liman, dans cette coopérative, j'ai pu aussi entendre les multiples chants des oiseaux, admirer les coquelicots qui embellissaient les paysages. Et cette beauté, elle nous rappelle que lorsqu'on prend soin
du vivant, celui-ci reprend vite ses droits. Et c'est un constat que j'ai pu aussi faire au Mexique, au Chiapas. Et là, on continue de suivre le chemin tracé par mes investigations pour aller dans cette région à la rencontre des zapatistes. Alors, qui sont les zapatistes ? Le zapatisme est un mouvement qui provient d'un soulèvement armé de 12 jours en 1994 qui leur a permis de reprendre des terres. Depuis, sur ces terres, ils cultivent en agroécologie paysanne, ils construisent leur autonomie, ils n'acceptent aucune aide de l'État. Les zapatistes construisent leur autonomie ils sont totalement autonomes de façon alimentaire. Ils ont aussi créé leur propre système de justice, de santé et d'éducation. Et bien sûr, ils ont aussi leur propre façon de s'organiser politiquement. Les zapatistes font un recensement précis du nombre de personnes qu'ils sont, même s'ils ne communiquent pas ces chiffres pour des raisons de sécurité. On peut estimer qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers, voire plus d'une centaine. Le zapatisme est un savant mélange d'anticapitalisme, de lutte contre la colonisation et de la défense des peuples indigènes. Il ne faut pas oublier que ce mouvement est né juste après la chute du bloc soviétique. Ils ont donc bien compris et tiré les leçons des échecs du XXe siècle. Et avoir bien compris les liens entre État-nation et capitalisme leur ont permis de créer des solutions robustes pour prendre soin du vivant. Dans la lignée des traditions mayas, les zapatistes discutent longtemps ensemble lors d'assemblées. Et le fait de vouloir et d'avoir cette attention d'inclure toutes les personnes concernées par la décision leur permet au final de gagner du temps, car les mesures sont bien appliquées et elles sont appliquées et acceptées par tout le monde. Le zapatisme est aujourd'hui l'un des mouvements qui va le plus loin dans le monde, dans l'organisation de l'autonomie et aussi dans le fait de prendre soin du vivant. Les zapatistes n'ont aucune leçon à recevoir des Occidentaux en ce qui concerne la place des femmes et le féminisme. Les femmes occupent une place importante. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser ce mouvement, mais j'avoue avoir été assez admirative de ce qu'ils ont pu construire malgré de multiples obstacles. L'État mexicain ne cesse de déstabiliser cette région rebelle, notamment à travers les narcotrafiquants et les paramilitaires. Je l'ai vécu concrètement quand j'ai enquêté sur le terrain. J'ai enquêté avec Julia Arnaud et nous avons pu interroger des femmes zapatistes à des postes clés. Ces femmes étaient vraiment très émues et très touchées de pouvoir nous témoigner de la liberté qu'elles avaient dans ce mouvement, et en plus à des femmes. Mais elles nous ont aussi raconté les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer au quotidien. Elles étaient entourées par des paramilitaires, et nous on ne s'était pas aperçus au départ, mais au final, c'était très dangereux de réaliser cette interview. Ces exemples de vivre autrement, il y en a plein dans le monde et à travers l'histoire. Il y a bien sûr l'Espagne autogestionnaire de 1936, les Kurdes au Rojava en Syrie, ou encore de nombreux peuples autochtones, pour ne citer que ces quelques exemples. Il est intéressant de relier ces différentes expériences, non pas pour les unifier, mais au contraire pour essayer de tenter de créer un rapport de force avec le modèle dominant. Dans notre monde, totalement régi par les États-nations, il ne s'agit pas de dire ici que nous allons nous organiser sans les États et que ces derniers vont disparaître d'un coup de baguette magique. Mais comprendre les effets de cette organisation nous permet d'ouvrir nos imaginaires et de créer des solutions qui peuvent être plus pérennes pour prendre soin du vivant. Lors de mes investigations, je me suis aussi rendu compte qu'un mouvement avait anticipé de nombreuses dérives du XXe siècle. Alors je sais que c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais je vais vous parler d'anarchisme. L'anarchisme subit de nombreuses idées reçues fausses, car ce sont les grands perdants et du communisme et du capitalisme. On les résume souvent à tort au chaos ou à la violence. À l'opposé des libertariens, l'anarchisme lutte contre toutes les formes de domination
Et même si toutes les expériences que je vous ai présentées ne se revendiquent pas toutes forcément anarchistes, que ce soit à la Bigotière, à Longomaille ou chez les zapatistes, il y a des points communs avec ce mouvement dans la façon de s'organiser, dans le fait de prendre des décisions ensemble, les moyens étant aussi importants que la finalité. L'anarchisme peut redonner espoir aujourd'hui face au blocage actuel. Gustav Landauer, qui était un penseur anarchiste allemand, écrivait dès 1911 « Commencez par ce qu'il y a de plus petit et par le plus petit groupe. L'État opposera aux initiateurs les plus grands et les plus petits obstacles, nous le savons. Notre esprit doit s'enflammer, il doit briller, il doit tenter et attirer à soi. Cela, le discours à lui seul ne le fait jamais, pas même le plus puissant, le plus enragé, le plus doux. Cela, seul l'exemple le fait. » Et cette citation est intéressante parce qu'elle fait en plus écho à une phrase, à une question qu'on peut parfois entendre chez les zapatistes. Et je vais vous laisser sur ces quelques mots. « Ituke » et toi, qu'est-ce que tu fais ?